Father, Mother, Sister, Brother, le nouveau film de Jim Jarmusch, Lion d'Or, qui nous revient après 6 ans sans avoir fait de film, alors qu'il était quand même plutôt prolifique. Il a commencé dans les années 80, évidemment, on le connaît pour son cinéma un peu indépendant, un peu dandy états-unien. Et il nous revient ici avec une tripotée d'acteurs célèbres, comme il en a de l'habitude. Adam Driver, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Tom Waits, qui incarnent lors de 3 petits sketchs d'une trentaine de minutes, 30-40 minutes, des relations de famille entre des enfants qui ont la quarantaine, cinquantaine, et qui vont, dans les 2 premiers, à la rencontre respectivement de leur père puis de leur mère, et dans un dernier segment, des jeunes de la vingtaine, un frère et une sœur, donc les Sister Brothers du titre, repensent à leurs parents lors d'une petite épopée parisienne. Clément, qu'est-ce que toi t'as pensé du film ? C'est ça, écoute, j'avoue que j'étais un peu craintif en y allant, déjà parce que je suis pas un grand fan de Jim Jarmusch, j'avoue. Même s'il y a quelques films que j'aime bien, dont Patterson, qui est peut-être son film formellement le plus proche de celui-ci, je dirais, dans ce côté cinéma très quotidien, sans grands événements. Et surtout, il y a Adam Driver. Et il y a Adam Driver, tout simplement le boss. Le meilleur d'entre nous, dans des plans de voitures complètement fous. On a l'impression que les fonds verts sont bizarres. On pourra en reparler. Mais non, et en fait, je trouvais que le film était un peu moins, désinvolte ou relâché formellement que ce que je craignais. Et en fait, ce truc des fonds verts, c'était aussi un truc qu'on pouvait un peu déceler dans la bande-annonce et qui du coup faisait un peu craindre espèce de film tourné entre 4 murs, etc. Et en fait, je trouve le film beaucoup plus fin que ça. Je trouve qu'il y a plein de jeux de cadres. En fait, je trouve que le film est vraiment très bien cadré, en tout cas pendant l'essentiel de ce qui se passe, l'essentiel des segments. Je trouve le 3e est un peu en deçà, on pourra y revenir. Mais globalement, le film m'a plutôt plu, et aussi par sa... je dirais peut-être pas ambiguïté, mais cette espèce de sensation de flottement, en fait, qui fait que... c'est un peu l'anti, drame familial où tous les nœuds vont se résoudre. Là, au contraire, c'est un peu une visite en famille parmi d'autres qui sera un peu similaire aux prochaines, avec cette espèce de mélange d'affection et de fausseté. Oui, j'ai pas dit aussi, mais le film tombe pas mal dans le registre de la comédie. Aussi. C'est ça, c'est une sorte d'un peu de comédie, un peu du malaise, on pourrait dire. Excepté peut-être le dernier segment qui est plus explicitement mélancolique, puisque les parents viennent à manquer, et donc on est plus sur une forme de ressassement. Et j'avais un peu peur du côté petit théâtre de grands acteurs, et finalement je trouve que le film est quand même plus fin que ça, et a souvent des belles idées de mise en scène. Je pense que le premier segment est à ce titre-là celui que je préfère, qui... regorge un peu d'idées de comment on va filmer 3 personnages dans un même espace, comment est-ce qu'on va illustrer un peu discrètement le fait que clairement le fils est le préféré du père, ce qui en fait n'est pas du tout apparent par les dialogues, mais peu apparent par les dialogues. Ok, je te fais confiance. J'avais oublié ce gag dans la fille. Mais en même temps, il y a 12 gags par seconde dans la fille du 14. Film exceptionnellement drôle, mais je le recommanderais tous. Donc ça, en l'occurrence, c'est dans le 2e segment où... qui repose sur un peu la forme du triangle où la mère et ses 2 filles ne peuvent pas se regarder en face à cause d'un trop grand bouquet de fleurs. Et je trouve que le film réussit à faire exister quand même ces personnages. Il y a un côté, c'est vrai, et peut-être je vais te passer la balle là-dessus, Pauline, toi qui as moins aimé, mais je lisais dans le texte de Criticat, je crois que c'est Marin qui a écrit, Marin Gérard, que le film était un peu rattrapé par le côté dandy de Jarmusch. Ce qui n'est pas faux, parce qu'en fait, d'ailleurs, ça devient un gag dans les segments qui est à la fois bien vu, à la fois fait un peu grincer des dents, où les personnages remarquent qu'ils sont tous accordés en termes de couleurs. Et c'est vrai que, c'est un film où tout le monde est tiré aux 4 épingles pour aller voir à 4 épingles, pardon, pour aller voir les uns les autres. Il y a un côté, surtout dans le dernier segment parisien, un peu carte postale vintage, de caractère comme ça. Mais je trouve aussi que... finalement, le film assume le fait que ce soit, dans les 2 premiers cas, des familles relativement bourgeoises, et ça devient un peu aussi un des enjeux. Dans le 3e aussi, oui, c'est vrai, oui. Cette appartement dans Paris. Mais disons, je trouve que ça devient un peu un enjeu des tensions sous-jacentes, qui a le mieux réussi, qui s'en tire le mieux, comment le patrimoine est redistribué entre les uns les autres dans les 2 premiers segments.
Moi, effectivement, j'ai bien aimé le premier segment et je trouve un peu, comme ce que tu disais, que c'est là où il trouve un peu toutes ses idées. Et en fait, pour moi, Jarmusch, c'est vraiment le personnage du père. Enfin, d'ailleurs, je pense que... Qui est joué par Même Tom Waits. Qui est joué par Tom Waits. En âge, ils sont assez proches. Voilà, les c'est deux, ça. Je pense ils ont beaucoup évolué ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose où c'est vraiment... Enfin, il se représente à travers ce personnage. Un peu de punk qui a conscience qu'il a vieilli, mais qui veut garder un peu sa vibe un peu punk. Qui est roublard, quand même. Un peu roublard. Et en fait, j'ai l'impression que, effectivement, il met un peu toutes ses idées dans ce segment-là. Et qu'ensuite, quand il part avec sa bagnole, il part du film, quoi. Mais Jarmusch lui-même. et du coup, derrière, j'ai l'impression que c'est un peu dégressif dans les segments. J'ai un peu moins aimé le deuxième et j'ai encore moins aimé le troisième. Et du coup, j'avais un peu l'impression de quelque chose... Bon, peut-être que le mot va être un peu fort, mais d'un peu paresseux dans la répétition. Où voilà, on a les 3 scènes avec les skateurs au ralenti. Étrange truc, ça, d'ailleurs. Voilà, où tu sens vraiment ce truc de waouh, c'était cool d'être jeune, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et où il se rêve encore un peu. Enfin, justement, je pense qu'il est très conscient de ce qu'il fait et qu'il a conscience du fait que il vieillit et qu'il peut peut-être plus faire le cinéma de ses débuts. Et du coup, à ce titre-là, je trouve que le film est quand même assez intéressant et malin, mais où du coup, t'as un peu l'impression du mec qui fait son film en pantoufles et où, une fois qu'il a bouclé son premier segment, qui est plutôt bien réussi, il fait un peu pas non plus des copier-coller, il y a des variations entre les segments, mais j'ai trouvé ça un peu laborieux, la manière dont ça se répète, et je me suis désintéressée au fur et à mesure des segments parce que je trouve aussi les personnages moins intéressants, les dynamiques entre eux moins intéressantes, et notamment dans le dernier segment qui m'a un peu perdue pour le coup. Moi, j'aime beaucoup l'idée de départ du film, qui serait celle de se dire, on a l'habitude de filmer des familles au cinéma qui sont soit fonctionnelles, soit dysfonctionnelles, mais en tout cas de faire tenir des enjeux narratifs autour de ça, mais on n'a pas l'habitude de filmer le moment de la vie où certains membres de la famille, et notamment les parents, deviennent des étrangers pour toi. Et c'est le cas de ces personnages-là qui ont construit, on le devine, une vie tout à fait autonome, qui ont un âge plutôt avancé, la quarantaine, la cinquantaine pour certains. Et comment se passent maintenant ces interactions-là ? Et en fait, c'est des cas de figure qui existent énormément. Enfin, j'imagine toutes les familles du monde en fait vivent un jour ou l'autre ce genre de dynamique. Et c'est cette idée-là qui transparaît dans le fait d'avoir une sorte de triptyque dans le film, c'est d'avoir, avec la multiplicité, à la fois l'existence de beaucoup de vies différentes et en même temps ces similarités qui transparaissent avec ces motifs qui reviennent entre les segments. On pense à la Rolex, on pense aux couleurs similaires des vêtements, comme tu l'as dit. Ton oncle s'appelle Bob, j'ai toujours pas compris cette blague. En fait, c'est une expression Bob's your uncle, qui est une expression anglaise ou américaine, je sais plus, mais qui signifie à peu près emballer c'est peser, quoi. C'est ça, exactement. Okay. C'est on range et une Bob's your uncle, c'est ça, c'est fait, quoi. Et qui est aussi, donc tu as raison, un motif récurrent dans le film. Et en fait, cette petite exploration, et comme tu l'as dit Clément, je trouve très bien tenue en termes de mise en scène, et il a toujours des idées pour un peu faire exister chaque personnage dans une dynamique de 3 qui est souvent reliée à des simples chants contre chants, mais qui sont pour autant tenus, et qui sont beaucoup reliés aussi à un peu aux accessoires du film, qui sont quand même très centraux, notamment dans les 2 premiers segments, enfin dans le 3e aussi, avec notamment un peu des top shots, on les voit aussi dans la bande-annonce sur les tables, où on voit un petit peu comment ils s'échangent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de s'échanger, et tous ces petits objets du quotidien qui deviennent en fait des petits... presque tout ce par quoi va passer l'interaction, maintenant qu'ils sont tellement étrangers. Il va falloir faire tout graviter autour d'un échange de tasses de café, d'un échange de gâteaux, et dès que ça aura été consommé, il n'y a plus grand-chose à quoi se rattacher. Là où je trouve que le film pêche un tout petit peu, je vous rejoins parce qu'on est plutôt tous d'accord là-dessus, c'est sur le 3e segment, où j'ai la sensation que déjà, il perd cette force qui était celle des 2 premiers segments, des incompréhensions entre les gens, on va dire. Donc, tout d'un coup, dans le 3e, les 2 sont tout à fait en harmonie,
et c'est le plus long, et on va un peu dire qu'il laisse durer dans le film le truc qui est le moins intéressant émotionnellement, c'est-à-dire c'est juste les personnages qui passent leur temps à se dire je t'aime, quasiment littéralement. Et on sent que ça a en plus une sorte de valeur didactique de dire, dans les 2 premiers segments, bon ben aller voir ses parents chaque année ça fait chier, mais tout de même c'est mieux quand ils sont là. Bon, je pense que j'avais quand même saisi l'idée, pas besoin de me le faire intégrer comme ça, même si il y a quand même des belles idées dans le 3e segment. On en parlait en off avec Clément, notamment la façon de faire représenter l'espace qui du coup maintenant est vide. En fait, je parlais de l'attachement aux accessoires. Dans le premier, il y a un jeu autour de ce décor qui va être un peu modifié par le grand-père, enfin par Tom Waits. Et là, dans le 3e, il n'y a plus rien du tout, c'est un appart vide. Et comment faire figurer l'absence du décor, en fait, pour ces personnes-là qui n'ont plus rien dans lesquels se projeter ou dans lesquels projeter leurs parents, à part des photos, des documents qu'ils établissent comme ça au sol et qui auront eux aussi le droit à un top shot. Et d'ailleurs, c'est le seul segment où... non, c'est pas totalement vrai, mais les autres, on est quand même sur du quasi huis clos. Bon, dans le 2e, on voit un petit peu plus les galères de voitures, les trucs comme ça. À Paris. Mais alors que le 3e, on a quand même plus de lieux différents. Il y a quand même beaucoup plus de déplacements avant d'arriver dans ce lieu et qui est évoqué en amont plein de fois. Alors que dans les autres, il y a aussi un peu Enfin, en tout cas, même dans le 2e, si on voit le trajet en voiture, on voit aussi la mer qui attend. Donc on sait déjà à quoi ressemble l'espace qui va les accueillir. Là, on a le temps un peu de se le figurer avant d'y arriver, mais c'est vrai que en fait finalement moi j'aime plutôt bien la séquence dans l'appartement, mais je trouve que c'est tout ce qui vient avant qui pêche un peu. Ça me semble un peu long. Ouais, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord, et je me suis interrogé aussi sur ce côté un peu je sais pas, hors sol, on pourrait dire, du film, et qui passe notamment par ces scènes en voiture qui reposent du coup sur une espèce de mélange de figuration assez directe du décor extérieur qu'on voit très nettement, et en même temps du coup une sorte d'artificialité dans la mise en scène. Je pense que Jarmusch lui-même se rend bien compte qu'on croit pas trop au fait qu'il soit vraiment dans cet espace, et donc il y a ce côté un peu en vase clos ou sur coussin d'air qui correspond assez à la classe des personnages, c'est-à-dire des gens qui pensent que pas qui pensent, mais qui, typiquement le personnage d'Adam Driver avec son SUV, qui est un peu protégé de tout, etc. Et j'aime bien cette espèce un peu de contraste, on va dire, entre un monde d'apparence un peu déconnecté et le fait qu'il y a quand même une sorte d'amertume qui fait retour à travers la famille, quoi. Finalement, le dernier truc auquel on est un peu connecté, c'est forcément notre père, notre mère. Et je trouve que ça va avec ce truc des skateurs qui est effectivement assez bizarre, le fait que dans les 3 segments, on ait des ralentis sur les jeunes skateurs. Mais je sais pas, je me suis demandé s'il y avait un lien sur ce côté envolé, libéré de tout, hors sol, encore une fois, un peu. Dans le chat, on a un message qui va plutôt dans ton sens. J'ai le sentiment, surtout dans le 3e segment, qu'il y a une immense nostalgie et mélancolie par rapport aux contemporains. Ce duo de rockers dans cette bagnole complètement anachronique qui traverse un Paris rempli de bagnoles moches, de façades de magasins modernes, de trottinettes immondes, un fétiche du vintage, des objets, etc. Cette nostalgie du passé déjà présente dans Only Lovers et Mystery Train. Mais sinon, on dirait que Jarmusch fait comme Wes Anderson, il se pastiche lui-même. Il a mis absolument tous ses gimmicks dans le film. Mais c'est vrai qu'en fait, dès le début du cinéma de Jarmusch, il me semble que c'est comme ça que s'ouvre Stranger Than Paradise. Il y a un très 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 long plan en travelling latéral depuis une voiture qui roule sur la répétition de plein de maisons, il me semble, de banlieues pavillonnaires américaines, où comme ça on est déjà dans un rapport de contemplation de la banalité du monde depuis l'habitacle que représente la voiture. Et en effet, on a de ça, même si dans les 2 premiers segments, on a moins d'attention, il me semble. Enfin, dans le 2e segment, même dans les 2 premiers, on a moins d'attention à l'extérieur de la voiture. Et il faut dire aussi que Jarmusch a déjà fait un film à sketch. Enfin, plusieurs d'ailleurs. Night on Earth, Coffee and Cigarettes, Night on Earth. Ah oui, Night on Earth aussi, ok. Ouais. Effectivement, je pensais à Coffee and Cigarettes, qui, je trouve, raconte aussi bien un truc, c'est que je trouve que c'est un film très inégal, Coffee and Cigarettes, même s'il y a quelques très bons segments, mais
Ça raconte aussi, je trouve, le côté... Moi, j'aime bien que Jarmusch se débarrasse de la composante un peu underground de son cinéma, parce que en vérité, c'est quand même plutôt un cinéaste qui a fait un cinéma confortable, en fait, un peu dans toute sa carrière, à part peut-être Strangers in Paradise, qui est vraiment un film plus urbain, dépouillé, etc. Mais c'est quand même, en fait, un cinéaste, des gens qui parlent dans une pièce, du chant contre chant, et qui sait très bien faire ce truc là quoi. Et je trouve que là-dessus ça dépend, parce que pour moi un de ses meilleurs films c'est Ghost Dog et oui, c'est vrai, Ghost Dog, ça a l'air on n'est pas trop là-dedans, je l'ai pas vu non plus, sur des toits. Ouais, c'est ça, il est plutôt sur les toits à parler aux pigeons qu'à d'autres gens. Parler aux pigeons. Ouais, mais chant contre chant avec les pigeons. Non, c'est vrai, Ghost Dog peut-être rentre pas là-dedans, mais je me suis dit, en fait, j'ai pensé à Coffee and Cigarettes qui repose quasiment que sur des dispositifs de dialogue, de chant contre chant. Et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il y a aussi un peu un truc élémentaire. Et en fait, comment dire, du coup, le film est aussi un peu appuie sur ce qui est une des forces du cinéma de Jarmusch, quoi. C'est vrai que Jarmusch, généralement, ce à quoi il s'intéresse dans ces échanges dont tu parles, c'est aussi presque leur durée, aussi leur temps, l'ennui qui peut découler de simples habitudes de discussion, et là, dans le film aussi, il y a tous ces moments où, ne sachant pas de quoi parler, le temps dure, un peu de silence, de malaise s'installe, il va falloir trouver des prétextes. On sent dans le premier segment par exemple que Adam Driver, pour juste faire des trucs avec son père, lui propose d'aller réparer des choses dans sa maison, mais presque pour boucher le vide narratif du film, quoi. Je viens de repenser au fait que le film a eu le Lion d'Or quand même. C'est vrai, ouais. Mais après, il me semble avoir entendu que les gens qui étaient là-bas avaient pas du tout aimé l'intégralité de la compétition. Ah ouais. Et se disaient que le Jarmusch ressortait de façon un peu consensuelle par rapport au reste. Bah oui, puisque PA qui était à Venise, peut-être tu peux nous dire combien de ronflements dans la salle durant le film. Devant le Jarmusch ? Ouais. Il y en avait beaucoup ? Je sais pas, moi j'y étais pas, c'est lui qui était. Oui, mais est-ce que tu as eu des échos du passé ? Tu as entendu l'écho des ronflements de Venise, ça. en fait. Après, les gens dorment en festival, mais... Pas beaucoup, il y avait que des vieux. Bah, justement. Les vieux ronflent. Hein. Non, mais franchement, moi, je trouve le film vraiment touchant, et peut-être que j'ai envie de m'attarder un peu plus dessus, parce que j'ai l'impression qu'on va plutôt vers du négatif, mais que cette pure émotion dont je parlais au début, c'est-à-dire l'étrangeté des personnages les uns pour les autres alors qu'ils sont censés se connaître, elle se redouble, notamment dans les 2 premiers segments, de tromperie, ou en tout cas d'éléments de mensonges qui se cachent les uns aux autres. Donc presque comme si... il y a 2 dynamiques qui ont lieu en même temps, c'est-à-dire et cette volonté presque de combler le vide qu'il y a entre eux en racontant des banalités, et de l'autre refuser de combler ce vide-là en racontant la réalité. Et tout ça est assez rigoureusement filmé par Jarmusch, je trouve, donc dans ses chants contre chants, et je découvre avec ce film quand même quelqu'un qui maîtrise vraiment cet art, qui est pas forcément un art maîtrisé par beaucoup de gens. On pense à David Fincher, ou à ces personnes qui ont un peu la science du timing, du cadre, et on voit aussi dans le film que Jim Jarmusch multiplie les cadres pour filmer à peu près ces échanges-là, avec une attention assez particulière. Par exemple, cette séquence avec le père, où les deux sont assis de part et d'autre, lui avec les fenêtres derrière, qui en même temps parlent d'une forme d'extérieur, et eux deux qui sont un peu mal assis. Ils laissent aussi les acteurs un peu développer leur jeu, on va dire. Il y a vraiment une attention à tout ça. Oui, tout à fait. Il y a des trucs assez fins, encore une fois, qui passent que par des effets de mise en scène, quand même les personnages... c'est plutôt des scènes de dialogue, mais c'est, comme tu as dit, des scènes de dialogue où les gens se disent pas les choses. Et je reviens sur ça dont je parlais au début, mais je trouve la relation entre Tom Waits et ses 2 enfants, il y a des choses assez belles, la façon dont un des premiers chants contre chants, alors qu'ils sont tous les deux, Adam Driver et le personnage de sa sœur, assis sur le canapé face au père, juste sur les axes regards, la composition légèrement excentrée du personnage féminin, on sent tout de suite que elle ne rentre pas vraiment dans leur espèce de connivence. Et comme tu as dit, ça fait que finalement toutes les actions prennent un peu 2 sens, c'est-à-dire à la fois pour au premier degré s'adresser à ceux qu'on aime, et en même temps comment est-ce qu'ils nous perçoivent, ou comment est-ce qu'on a envie de les percevoir. Le fait que Adam Driver à la fois joue la sollicitude et en même temps a envie de vérifier qu'il a bien payé pour un mur et pas pour la Rolex de son père. Voilà, même chose avec Charlotte Rampling, donc, qui est cette
autrice à succès et ses deux filles, où voilà, on sent que bon, même si c'est pas que c'est pas fin, mais je trouve que voilà, je dirais que le but premier du film, je pense, c'est de croquer un peu des personnages et qui sont un peu tous bien trempés, mais en même temps bien creusés par la mise en scène aussi, quoi. Le personnage de Vicky Crisp, la façon dont elle va s'arroger un peu le montage, court-circuiter le personnage de Cate Blanchett. Voilà, après il y a aussi tout un tas de détails, le fait que Cate Blanchett soit un peu le sosie de Charlotte Rampling, enfin on sent qu'elle a envie de vraiment de lui ressembler. Oui, carrément. Et voilà, je trouve qu'il y a des choses assez belles là-dessus, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter J'ai pas des masses de choses à rajouter, non, c'est pas ton film de l'année. C'est un film assez non, feutré. C'est pas mon aussi. film de l'année, et puis je l'avais vu en avant-première, je sais plus quand, en décembre, et pour le coup, contrairement au premier dont on a parlé, c'est pas un film qui me reste extrêmement en tête, mais sans dire que j'ai détesté, mais voilà. Alors moi, contrairement à Clément, j'aime plutôt bien Jarmouche de base, et du coup, ah oui, donc le contraste. j'étais un petit peu déçue. Comment est-ce que vous expliquez la volonté de Jarmouche de filmer vraiment dans ses habitacles en incrustation les scènes de voiture? Est-ce que vous avez une idée? Parce que manifestement, bon, peut-être pas sur Paris où ça peut être plus compliqué, mais les deux autres segments, c'est dans des endroits où ça semble pas si compliqué que ça de mettre une caméra à l'extérieur de ta voiture et de filmer vers l'intérieur, quoi. Est-ce que vous avez une idée de... Justement, est-ce que ça fait partie de ce jeu de faux semblants, un peu de dupe, Ouais, c'est pas bête. d'une image tout à fait isolée à l'intérieur de cette voiture qui n'arrive plus à interagir avec le monde extérieur. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc, surtout au tout début, entre ces plans effectivement comment dire, complètement je sais pas, stables, lisses de l'intérieur, et au contraire des plans où la caméra est plutôt accrochée sur le capot, et là on sent un peu du chaos de la route. C'est des plans très très beaux d'ailleurs. Qui sont des beaux plans, et où on sent un peu le... Je sais pas, je me suis dit que ça pouvait aussi raconter un peu cette espèce de contraste entre le relatif confort dans lequel ces personnages sont installés versus la seule source de tremblement qui serait leur père en l'occurrence, tu vois, qui fait retour. Mais bon, c'est un peu, je sais pas. Ok, on lit dans le chat une hot take sur le fait que c'est Robbie Mueller, le chef-op, qui est le vrai réal. J'entends cette take sur quelques cinéastes. Là, je connais pas assez bien Robbie Mueller pour avoir cette take. Mais cela dit, là, il y a 2 chefs opérateurs quand même sur ce film. C'est vrai. Je pense que il y en a un en France et un sur les 2 autres segments. Ça. Mais c'est quand même... C'est Johan Le Sceau, il me semble. Yorick Le Sceau, Le Sceau, et j'ai oublié. Et Frédéric Helms, qui, si je me trompe pas, est quand même un des chefs-op de David Lynch, donc a priori pas le dernier des incompétents. Ils doivent savoir faire une incrustation, je pense. Yorick Le Sceau qui avait fait la photo de All In Lovers. Effectivement, je doute pas sur le... Mais c'est curieux. De l'idée qu'il y ait une intention derrière ça. Après, de là à la déchiffrer, je sais pas.